passer la parole à Georges Besto, qui est secrétaire national du PRCF, comme vous ne le savez peut-être pas. Et après, on fera un tour de table, chacun parlera 5 minutes, je vous l'annonce. Je vous propose qu'on a à peu près 5 minutes, on sera 5 minutes pile pour se répondre. C'est une table ronde, hein. C'est le principe de la table ronde. Voilà. Merci Georges. Oui, alors merci amis camarades. Je voudrais dire qu'effectivement, d'abord, eh bien, les livres existent et qu'il faut les lire en l'occurrence. J'ai constaté quelquefois aujourd'hui dans les débats ou hier aussi que quelquefois des camarades, même des bons camarades, me demandaient des réponses à des questions qui figurent dans des bouquins qu'on a écrits depuis des années. Et donc, lisez quand même les livres, si vous voulez. C'est quand même extrêmement important, c'est du travail. Tous ceux qui sont là se sont donné beaucoup de mal pour écrire ces bouquins. Et c'est pour qu'ensuite, effectivement, il y ait des suites du point de vue théorique. La première des choses que je voudrais dire, puisque le sujet c'est le socialisme hier, aujourd'hui, demain, c'est que nous voyons aujourd'hui, pour demain, que le bilan de la destruction du socialisme dans les pays de l'Est est globalement et même catastrophiquement négatif. Je veux dire que, si vous voulez, ceux qui ont mon âge ont vécu la période où Georges Marchais parlait de bilan globalement positif des pays socialistes. Toute la social-démocratie, les trotskistes et une bonne partie de ceux qui étaient écartés au Parti communiste à l'époque et qui ont donné des tendances rénovatrices, mutantes, etc., ricanaient quand Marchais parlait du bilan globalement positif des pays socialistes. La formule vaut ce qu'elle vaut, je ne suis pas sûr qu'elle était très heureuse, mais ceux qui discutaient sur les adverbes à l'époque étaient de mauvaise foi. Ce qu'ils rejetaient surtout, c'était tout simplement l'idée qu'il fallait défendre le socialisme. Eh bien, nous avons eu raison, nous qui sommes ici, les militants du pôle de Renaissance communiste, ceux qui l'avons fondé, ou ceux qui à l'époque ont fondé le comité Honecker de solidarité internationale, nous avons eu raison de défendre le socialisme. Avec ses défauts, avec ses lacunes, avec ses contradictions, car la première expérience socialiste de l'histoire de construction d'une société socialiste, comme vient très justement de le dire Annie, ne s'est pas construite sur un lit de rose et s'est construite dans un environnement extrêmement hostile, avec des interventions impérialistes à répétition. Et dans les années 80, ne l'oublions pas, Reagan, parce que bon, Gorbatchev, comment est-il arrivé aussi au pouvoir? Gorbatchev, qui se vante aujourd'hui d'avoir, depuis qu'il était tout petit, rêvé de démolir le socialisme. Si ce type est arrivé à la tête du Parti communiste union soviétique, c'est aussi parce que les conditions internationales lui avaient été facilitées par une pression inouïe. N'oubliez pas qu'en 1984, des gens comme Reagan, des gens comme les réactionnaires allemands et ainsi de suite, avaient pour slogan Libertod als Rot, ce qui veut dire plutôt mort que rouge. Et que Reagan prêchait lui-même la croisade nucléaire. Son slogan de réélection en 84, c'était ERA, je ne vous la fais pas en anglais, hein. Donc elect Reagan again, rééliser Reagan, mais en réalité, dans le Parti républicain, c'était Eliminate Russians atomically, éliminer les Russes atomiquement. Voilà le climat aussi qui a poussé les tendances sociales réformistes, sociales pacifistes, etc., au pouvoir dans l'Union soviétique. Les euromissiles américains, c'est en 84, et Gorbatchev et compagnie arrivent au pouvoir en 85, 86, 87. Je m'étonne qu'on ne fasse jamais le lien entre cette croisade anti-soviétique nucléaire mondiale et le fait que les tendances, disons, à la liquidation du socialisme soient mises en place juste plus tard. On a la mentalité, la nouvelle mentalité de Gorbatchev. Rappelez-vous, ça c'est l'histoire aussi, cette nouvelle mentalité politique qui s'énonçait ainsi: privilégier les valeurs universelles de l'humanité aux dépens des intérêts de classe du prolétariat. Autrement dit, achetons la paix en liquidant le socialisme. Sauf qu'en liquidant le socialisme, on n'a pas acheté la paix. En liquidant le socialisme, on a tout bonnement mis en place un impérialisme qui domine le monde entier à l'heure actuelle, et ça s'appelle la mondialisation capitaliste avec toutes ses horreurs. Donc voilà une première chose, effectivement, qu'il nous faut avoir en tête. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que bon, ce socialisme, il avait naturellement ses contradictions. S'il n'y avait pas eu de contradiction, eh bien le capitalisme n'aurait pas pu mettre le nez dedans et utiliser ces contradictions comme un levier pour les faire sauter. Mais ces contradictions, c'était des contradictions dans le cadre du socialisme qu'il fallait développer et dépasser dans un cadre socialiste, alors qu'évidemment la perestroïka a pris tout le chemin inverse. Le chemin non pas de la perestroïka, mais de ce que les Russes appellent la katastroïka, hein, la catastrophe, si vous voulez, en réalité, et nous le voyons aujourd'hui. Je vous
fait ici, je vous demande de penser à cela, non pas en tant que, comment dirais-je, nostalgique de l'Union soviétique, parce que c'est de cela qu'on va bien entendu vous accuser, or ce n'est pas le sujet. Je vous demande simplement de faire le bilan, vous qui êtes des militants de la lutte des classes en France, et de vous demander si le monde est pire aujourd'hui ou s'il est meilleur qu'à l'époque où existait le camp du socialisme. Quand il existait le camp du socialisme, vous aviez effectivement à l'arrière-plan effectivement ce rapport des forces entre capital et travail à l'échelle mondiale qui facilitait les conquêtes sociales dans le monde entier. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Denis Kessler qui était à l'époque le numéro 2 du MEDEF, dans la célèbre interview qu'il avait donnée à Challenge, le journal patronal, dans lequel il disait que bon, il fallait démanteler le programme du CNR obtenu dans les conditions où les soviétiques, où l'Union soviétique, l'armée rouge, était à 700 ou 800 km de Paris, où le PCF faisait à peu près 29 ou 30% des voix, et où la CGT atteignait 5 millions d'adhérents. Voilà la réalité des choses. Et tout ça, ça marchait ensemble. Le camp socialiste, le mouvement communiste international, la force d'un parti communiste de classe et de combat, la force d'un syndicalisme de classe. Tout ça, ça marchait ensemble. C'est ce qu'on pourrait appeler, avec un mot gramscien, un bloc historique mondial. Ce bloc historique mondial qui a basculé, effectivement, à partir du moment où, dans le mouvement communiste international, les tendances révisionnistes, les tendances opportunistes, les tendances à l'autoliquidation, à l'autodénigrement, les Guérémec, Gorbatchev, Robert Hue et compagnie ont pris le dessus. Une armée ne peut pas gagner, disons les mots simplement et clairement, une armée ne peut pas gagner quand elle a des traîtres en sa tête. C'est quand même une chose qu'il faut avoir en tête. C'est peut-être un peu brut de fonderie de dire ça, mais c'est une vérité aussi bien politique que militaire. Alors, nous, le socialisme, nous disons qu'il est toujours à l'ordre du jour, le socialisme communisme, comme disent les camarades grecs, tout bonnement parce qu'il est totalement aberrant, réfléchissons-y 2 minutes à notre époque, que les moyens de production, aujourd'hui extrêmement concentrés entre les mains des capitalistes monopolistes, entre les mains des oligarchies, comme on dit, ne soient pas la propriété de l'humanité tout entière. Comment voulez-vous que l'humanité survive dans le siècle qui vient et dans les siècles qui suivront si une poignée d'oligarques, une poignée de monopolistes possèdent tous les moyens de production pendant que le niveau de vie de la grande majorité de l'humanité ne cesse de reculer? Comment voulez-vous que l'humanité survive si les problèmes écologiques, par exemple, ne sont pas pris à bras-le-corps par une humanité coopérant entre elles, et pour cela il faut la propriété collective des moyens de production, et si c'est au contraire toujours le chacun pour soi, le néolibéralisme, la concurrence libre et non faussée, la guerre entre les impérialistes et les impérialistes contre les peuples, qui continuent de faire la loi dans le monde? Si c'est le cas, l'humanité va tout simplement à la mort. C'est facile à comprendre. Donc le socialisme aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question, si vous voulez, de justice sociale, c'est toujours ça bien entendu, mais plus fondamentalement encore, c'est une question de survie pour l'humanité. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre le slogan de nos camarades cubains quand ils disent « socialisme au muerte ». C'est pas simplement, il faut avoir le courage de se battre pour le socialisme jusqu'à la mort, comme l'a fait Che Guevara. C'est pas simplement cette interprétation-là qui compte. Ça veut dire aussi que si l'humanité ne reprend pas le chemin du socialisme et du communisme, elle ira à la mort. C'est la thèse que je développe depuis des années, que l'exterminisme est devenu le stade suprême de l'impérialisme. C'est-à-dire que le capitalisme, dans son développement actuel, est incompatible à court et peut-être même à très court terme, on ne sait pas parce que les tendances à la guerre impérialiste sont là, avec la survie et le développement de l'humanité. Donc le socialisme à notre époque n'est plus une option parmi d'autres, c'est la seule possibilité effectivement pour l'humanité de sortir par le haut de la crise de la plongée, ce système. Et dernière chose que je voulais dire dans le temps très bref qui m'est imparti, tout cela ne serait encore rien, bien entendu, s'il n'y avait pas derrière une stratégie. Et c'est pour cela que, bon, moi en tant que, entre guillemets, au sens très limité du mot, intellectuel organique intellectuel d'une organisation, membre et responsable d'une organisation, je propose une stratégie. Il ne suffit pas de dire vive le socialisme, vive le communisme, sinon on est encore dans le socialisme utopique du 19e siècle. Ce que nous a appris Marx, c'est précisément à construire la stratégie à partir des contradictions de la société telle qu'elle est, aujourd'hui, maintenant, effectivement. Et donc, effectivement, si vous voulez, c'est pour cela que nous développons cette idée que dans les conditions actuelles, pour remettre la classe ouvrière au centre de la lutte sociale, il faut d'abord reconstruire un grand parti communiste qui fait défaut dans ce pays, même s'il y a encore beaucoup de communistes dans le PCF, malheureusement, son orientation aujourd'hui n'est pas communiste,
Je ne veux pas polémiquer, nous sommes ici les hôtes de la fête de l'humanité, mais il nous faut véritablement un parti communiste, marxiste, léniniste, à un mot, un parti de combat. Première chose. Deuxième chose, il nous faut un syndicalisme de classe. Il faut bagarrer pour un véritable syndicalisme de classe. À l'époque où le Parti communiste français et la CGT marchaient bras dessus, bras dessous pour les conquêtes sociales, il y avait Ambroise Croizat, il y avait Marcel Paul, il y avait les nationalisations de 45, il y avait tout ce qui s'en est suivi. Il y avait le grand mouvement de mai 68 qui n'aurait jamais été possible sans un grand parti communiste. Je vous rappelle qu'on ne le dit jamais. Le mouvement de 68 a été précédé par les élections de 67 où le Parti communiste français faisait 22,8% des voix et était de loin le premier parti à gauche. Tout ça on oublie, on ne dit plus aux gens. Donc les luttes et la force du Parti communiste, c'est lié évidemment. La force du Parti communiste, c'est pas seulement le nombre d'adhérents, c'est la justesse de sa ligne, c'est le caractère radical de son orientation anticapitaliste. Et enfin, il faut une véritable politique de rassemblement de toutes les couches populaires autour de la classe ouvrière. Et nous disons, pour y parvenir aujourd'hui, en réfléchissant par exemple, je ne peux pas développer, au référendum de 2005 qui a vu la majorité du peuple français donc infliger une défaite cruelle à Hollande, Sarkozy, Chirac et compagnie, que cette majorité, elle existe dans notre pays potentiellement. Cette majorité, c'est celle qui peut se constituer pour revendiquer le progrès social, l'indépendance nationale, la démocratie, jusqu'à la possibilité de reconstruire le socialisme. Et ça nécessite, sinon, si je ne le dis pas, qui le dira, la nécessité donc de sortir de cette Union européenne qui est une prison des peuples aujourd'hui, qui verrouille à triple tour la possibilité d'aller au socialisme, puisque ce qui définit l'Union européenne dans tous ses traités, depuis Rome jusqu'à Maastricht, de Maastricht jusqu'à aujourd'hui, c'est cette phrase qui revient comme une ritournelle et qui dit « L'Union européenne est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée ». C'est-à-dire que l'Union européenne est constituée pour interdire la marche au socialisme en Europe. Et donc, plus que jamais, la lutte pour l'indépendance et la lutte pour le socialisme marchent de pair. Donc je termine avec le slogan cubain. Vous connaissez ce slogan, c'est « La patrie ou la mort, le socialisme ou la mort, nous vaincrons ». Les Cubains ont toujours su unir le patriotisme révolutionnaire à l'internationalisme prolétarien et donc à la lutte pour le socialisme. Et je dis que c'est aussi une leçon pour nous aujourd'hui en France.